Je dirais notamment parce que l'état de siège, bien qu'étant une décision extrême, est l'une de voies, n'est-ce pas, pour arriver à résoudre le problème. Mais il s'est posé un sérieux problème, c'est par rapport à l'analyse qui a conduit à cette grande décision, parce qu'il faut reconnaître, c'est quand même une grande décision, parce que le constituant, tout en sachant qu'il y avait possibilité de recourir à ces dispositions, il avait voulu aussi que nous prenions préalablement de mesures d'application, et beaucoup de mesures d'application, d'autant plus que là, on est en train de militariser la province, on est en train de mettre en suspens le fonctionnement classique de l'État, mais tout aussi en tenant compte de la transversalité de questions que l'on va aborder. C'est que sous-entend que nous, personnellement, nous ne sommes pas contre cette approche d'élever cette décision, mais nous nous inquiétons de la légèreté avec laquelle cette grande décision a été prise. Bon, je crois que vous serez peut-être surpris de voir qu'il n'y avait pas que l'article 85 qui donnait la possibilité à décréter ou sinon à proclamer l'état de siège. Il y avait aussi la nécessité d'avoir une loi, parce que si vous lisez très bien l'article 85, on a aussi insisté dans le dernier alinéa sur l'importance d'avoir une loi fixant les modalités d'application de cette décision. Cette disposition-là n'a pas été respectée dans l'entièreté. Il y a aussi l'article 144 et 145 qui fixent les modalités au niveau institutionnel pour que nous arrivions effectivement à atteindre cet objectif. L'ordonnance déclarant l'état de siège, c'est une autre ordonnance qui devait avoir l'assentiment ou l'avis de chef des institutions, mais aussi les ordonnances fixant les mesures d'application spécifiques par rapport à la situation devaient impérativement passer par la Cour constitutionnelle pour voir si effectivement la Constitution n'a pas été violée, pour voir si effectivement ces mesures ne heurtent pas la volonté du peuple qui est cristallisée dans la Constitution. Est-ce que la Cour constitutionnelle a été saisie? Ce qui sous-entend que M. Félix Tshisekedi ne peut pas poser des actes sans violer intentionnellement. Non, mais il faut faire attention. L'ordonnance déclarant l'état de siège doit avoir l'assentiment de chef d'institution. Mais les mesures d'application de cette ordonnance doivent impérativement passer par la Cour constitutionnelle. Il y a une urgence, il fallait passer par là. Voilà pourquoi il faut déchirer la Constitution, parce qu'il y a urgence. Si vous ne voulez pas respecter la Constitution sous prétexte qu'il y a urgence, eh bien nous vous disons, vous violez intentionnellement la Constitution. Et d'ailleurs, les constituants ont dit à la Cour constitutionnelle, lorsque vous êtes en face d'une demande de l'état d'urgence ou de l'état de siège, il faut le traiter en priorité pour justement faciliter à ce que nous entrons dans la phase de la mise en œuvre. Ce qui sous-entend, c'est un faux prétexte de dire qu'il y avait urgence, parce que la Constitution n'a jamais dit que dans cette urgence, il fallait violer la Constitution. Un autre élément, c'est par rapport à l'implication du gouvernement. Vous savez, la question de l'état de siège, c'est une question transversale, comme nous l'avons dit. Il faut tenir compte de la capacité de riposte de l'État, ce qui sous-entend, il faut voir l'état de finances, il faut voir les états de l'armée et de la police, il faut voir l'état de la justice, il faut voir l'état de l'administration publique. Ce qui sous-entend, devant cette transversalité, il fallait associer impérativement le Conseil des ministres. Voilà pourquoi l'article 144 énonce déjà le principe de l'échange au niveau du Conseil des ministres. Et dans le Conseil des ministres, tous les ministres doivent apporter leur pierre dans l'analyse avant déjà de proclamer. Or, nous savons que ce gouvernement venait à peine d'être investi. La plupart des ministres n'ont jamais touché leur signataire, ne connaissent pas l'état des lieux. Et d'ailleurs, il n'y a pas de job description pour le gouvernement. Personne ne connaît ce qu'il doit en réalité faire. Et ils étaient soumis à prendre la plus mauvaise bonne décision
prises par M. Félix Tshisekedi, et conséquence, ils ont eu à prendre des décisions, et aujourd'hui nous sentons qu'il y a des chevauchements, il y a des insuffisances, il y a des contradictions, ce qui fait que M. Félix Tshisekedi a nommé le gouverneur militaire, et fort malheureusement, sans que l'ordonnance entre en application, on procède déjà aux permutations. Ce qui sous-entend que la question a été traitée avec autant de légèreté. Comment peut-on prendre une ordonnance avec autant de légèreté, et aujourd'hui on se rend compte que la personne qui devait aller à Bunia a été nommée à Goma, et la personne qui devait aller à Goma a été nommée à Bunia. Ah, voilà, pour éviter les erreurs, il faut toujours prendre le soin de tamiser, d'analyser en profondeur, d'associer les autres institutions, de voir la faisabilité afin de prendre de bonnes décisions. Lorsqu'on n'est pas capable de prendre une bonne ordonnance de 3 articles, pensez-vous qu'on sera en mesure de concevoir le plan opérationnel et stratégique? Je ne pense pas. Bon, moi je crois que au-delà des intentionnalités des gens, il y a la capacité de ceux qui prétendent être nos dirigeants. Je ne vois pas M. Félix Tshisekedi faire quelque chose de bien. Justement parce qu'il y aura toujours des gens qui vont l'applaudir, même dans ses dérives de gestion. Nous avons constaté que la question a été traitée avec autant de légèreté. La finalité de cette action, c'est justement pour permettre aux maîtres de pensée d'atteindre leurs objectifs. La plus grande faiblesse, l'identification des acteurs en présence, c'est-à-dire que ceux qui mettent en mal l'insécurité dans l'État. Vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi s'est limité à cibler les islamistes. Et pourtant, derrière cette guerre, il y a la Belgique. Derrière cette guerre, il y a la Grande-Bretagne. Derrière cette guerre, il y a la Suisse. Derrière cette guerre, il y a la France. Derrière cette guerre, il y a les États-Unis. Autant de pays qui sont tirés des ficelles. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a dans une faible mesure le Burundi. Toutes ces entreprises-là, les multinationales, qui se sont installées en Ouganda, au Rwanda, pour essayer, pour profiter de la faiblesse de notre administration et de notre État, en créant des structures de traitement ou d'exploitation de nos ressources, ils profitent de groupes armés pour alimenter leurs industries. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas trouver de solutions approximatives ou de solutions palliatives. Il fallait d'abord cibler les acteurs. Il fallait identifier ceux qui sont derrière. Parce que lorsque vous fixez le groupe armé, mais la question que vous devez vous poser, non, M. Félix Tshisekedi est dans le sensationnel. M. Félix Tshisekedi fait des choses justement pour séduire le maître de pensée. C'est ça sa plus grande faiblesse. Nous voulons avoir des solutions durables. Nous sommes en face d'une complicité, d'un complot contre la République. Nous sommes en face d'une stratégie boutiquée par le centre d'intérêt. Et voilà, nous apportons des solutions palliatives. La solution que voudrait apporter M. Félix Tshisekedi apparaît pour moi comme de l'aspirine. Vous êtes en face de maux de tête dus à la malaria. Et fort malheureusement, le mauvais médecin vous prescrit l'aspirine. Vous prenez de l'aspirine pour calmer les ardeurs, pour calmer la douleur, en oubliant que les agents causaux continuent à poser des problèmes. Il faut attaquer les virus, parce que là, nous sommes dans une phase symptomatique, cherchant à résoudre le problème de symptômes, alors que le virus reste profond. Ce qui veut dire que déjà, lorsqu'on n'arrive pas à intérioriser, à comprendre, à cerner le vrai enjeu, eh bien, nous ne pouvons pas espérer. Si on avait un président qui a la capacité ou sinon la capacité à résoudre le problème, la moindre chose, il devait commencer par le respect de la procédure. Et ce qui est surprenant, parmi ceux qui ont bénéficié de cette largesse, de cette ordonnance que je qualifie de médicale, justement parce que je ne vois pas ce que ça pourra apporter, ce sont des gens qui ont participé dans des tueries, des gens qui ont participé dans l'instabilisation de cette partie. Non mais attendez, la plupart d'entre eux ont été membres de groupes armés. Ce qui veut dire que tout le monde sait que ce sont des membres de groupes armés qui vont mener des opérations. Des gens qui ont le sang de Congolais entre leurs mains. Et au finish, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura rien. Un autre problème, c'est par rapport à l'organisation de ces opérations. On a nommé le gouverneur et le gouverneur adjoint.
Et la suite, c'est quoi? Quels sont les passerelles de collaboration qui ont été fixées dans ces fameuses ordonnances fixant les mesures d'application? Quelles sont les passerelles de collaboration entre les entités territoriales décentralisées et déconcentrées et ce gouverneur? Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Surtout en ce qui concerne la chaîne de dépenses. D'après la loi des finances, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui l'abroge. Il faut qu'il y ait contre-signe ou contre-saint du vice-ministre en charge, du ministre des Finances provincial en charge des finances. Le ministre provincial en charge des finances doit signer, parce que c'est lui qui est l'ordonnanceur en chef. Il doit contre-signer avec le gouverneur. Aujourd'hui, le gouvernement provincial tombe. Qui va contre-signer? Qui va prendre des décisions sur la mobilisation? Est-ce le gouverneur ou le ministre provincial? Non, le problème c'est que la Constitution, le Constituant sachant que nous pouvons être dans une situation exceptionnelle, on pouvait prendre des décisions exceptionnelles. Mais il faut encadrer pour qu'il n'y ait pas de déviation, pour qu'il n'y ait pas de dérive. Lorsque vous amenez la police au niveau des activités, vous sentez déjà que la police, bien qu'ils ont certaines faiblesses dans une certaine mesure, a une certaine méthodologie au regard de leur formation. Mais ce que vous confiez, la mission que vous confiez à la police, vous ne pouvez pas la confier à l'armée, parce que l'armée n'a pas la même approche que la police. Quid alors au niveau du fonctionnement de l'État? Ce qui veut dire que ce sont des décisions exceptionnelles qui devaient être foncièrement encadrées, et fort malheureusement nous avons des gens qui ne prennent pas le soin d'analyser en profondeur, qui sont plus dans les solutions palliatives, qui sont plus dans les analyses approximatives. Et voilà, aujourd'hui, on prend une grande bonne décision, mais de la plus mauvaise manière. Ce qui sous-entend, c'est une mauvaise bonne décision et une bonne mauvaise décision. On ne sait pas se situer. Non, il devait d'abord commencer à démissionner. C'est ça la solution et la meilleure. Si vous avez un bon commandant en chef, le commandant suprême, si vous avez un monsieur aguerri, quelqu'un qui a une grande maîtrise de questions, quelqu'un qui a une méthodologie en termes de décision, quelqu'un qui a une capacité managériale et quelqu'un qui respecte la loi, on allait trouver des solutions durables. Mais aujourd'hui, on cherche justement à vendre du vent à la population et je ne vois pas pourquoi on doit donner notre position par rapport à cette question qui apparaît de notre point de vue de la manipulation. Le pays a besoin de l'unité, le pays a besoin de l'implication de tout le monde, mais dans le respect strict de la norme et surtout du bon sens. Comment voulez-vous que nous soyons tous derrière M. Félix Tshisekedi alors qu'il prend des décisions par moments irréfléchies? Est-ce par solidarité que l'on doit le soutenir ou par rapport à l'exigence de la loi et de la Constitution? Lorsqu'il prend ces fameuses ordonnances, on ne lui avait pas dit de commettre ces genres d'erreurs. Est-ce que vous savez que l'État congolais a mis à la disposition de M. Félix Tshisekedi plus de 1000 agents, voyez-vous, et plus de 150 millions de dollars pour arriver à prendre des ordonnances? Mais lorsque lui, déjà à son niveau, n'est pas capable de sélectionner de bons gens, n'est pas capable de motiver ces gens, de les encadrer, de les pousser à bien travailler, eh bien il a pondu 2 mauvaises ordonnances et vous pensez que nous devons le soutenir pour autant? Qui est ce Congolais qui a les avantages que M. Félix Tshisekedi a? Est-ce que vous savez que même les États-Unis n'est pas en mesure de payer à son président ce que nous donnons à M. Félix Tshisekedi chaque mois? Est-ce que vous savez que la France, avec sa grandeur, n'est pas en mesure de prendre en charge son président tel que nous le faisons? M. Félix Tshisekedi touche le salaire de 10 ans d'un président français. Il a plus de 100 conseillers. Il a plus de 200 chargés d'études. Il a plus de 20 conseillers principaux. Il a plus de 5 conseillers spéciaux. Et vous pensez qu'on doit les laisser faire? Non. Ce qui est vrai, nous sentons que le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, c'est un pouvoir excessivement inutile. Parce que tout ce que nous donnons comme moyen, il ne pouvait pas nous présenter des ordonnances aussi controversées. Le jour où on devait lancer la mise en œuvre de cette décision, c'est ce jour-là que tout le monde s'est rendu compte que la décision a été mal prise. Comment peut-on commettre cette erreur? Celui qui devait être à Bunia, vous l'envoyez à Goma.
C'est lui qui devait être à Goma, vous l'envoyez à Bunia. Mais vous avez toute la latitude, toute la capacité de faire des analyses, de prendre le soin, d'analyser en profondeur cette fameuse ordonnance. Et voilà, les gens attendent voir le gouverneur. On leur dit non, voilà, le vôtre ira à Goma. Et voilà, ce qui s'entend, on a traité cette question avec autant de légèreté. C'est vrai que nos frères sont en train d'être tués. Mais cela ne nous en interdit pas de réfléchir. On ne doit pas poser des actes avec nos cœurs. On doit réfléchir. Parce que ceux qui sont en face de nous, ceux qui occasionnent l'insécurité, ceux qui tuent nos frères là-bas, ne sont pas les enfants de cœur. Ce sont de grandes organisations. Il y a des tireurs de ficelles, comme nous l'avons dit. Ils ont une intelligence qui est développée. Ils ont des appuis. Ce qui s'entend que nous, à notre niveau, nous devons plutôt faire la promotion des cerveaux. On ne doit pas limiter cela au souci de résoudre le problème. Non, mais résoudre le problème, c'est bon. Mais résoudre le problème pas à n'importe quel prix. Pour M. Félix Tshisekedi, ce sont les musulmans qui posent problème. Nous disons non. Pour nous, la question est transversale. Il y a beaucoup de tireurs de ficelles. Et nous voulons à ce que la solution soit trouvée avec nos têtes et non avec les ventres. Voilà. Non, mais attendez. On vient de violer la Constitution et vous pensez qu'on ne va pas violer le droit des citoyens. Ne savez-vous pas que la Constitution, c'est la volonté du peuple cristallisé? C'est lui qui viole la Constitution, viole le droit des Congolais. Comment peut-on expliquer? Plus de 608 personnes se sont réunies pour pondre cette Constitution et vous la violez de manière intempestive et systématique et vous pensez que nous pouvons prendre le risque de faire confiance à M. Félix Tshisekedi? Lorsqu'il prend des décisions à temps et à contre-temps, lorsque nous constatons qu'il y a des faiblesses déjà au départ, moi je ne peux pas être surpris qu'il y ait de violations intentionnelles des droits de l'homme, qu'il y ait des dérives en termes de la mise en opération. Parce que déjà, il n'a pas su concevoir une bonne stratégie. Est-ce qu'il fallait seulement se contenter de ces ordonnances? N'était-il pas nécessaire de fixer les modalités ou sinon les mesures d'application de manière profonde pour réconcilier le fonctionnement des entités régionalisées, des entités territoriales, des ETD et les entités de concentrés? Parce que là aussi, il y a un problème. Ituri a 5 territoires. Nord Kivu a 7 ou 6 territoires, si je ne m'abuse pas. Il y a des AT, les administrateurs du territoire. Ont-ils été remplacés? Il y a le chef de groupement, le chef de chefferie, le chef de secteur. Ont-ils été remplacés? Mais quel est le passerelle de compétences entre ces entités-là et ceux qui viennent d'être nommés? Comment on va organiser les finances de ces provinces? Comment on va mobiliser le moyen pour soutenir sur le plan logistique par rapport à la mobilisation de la population, par rapport à la motivation de ceux qui ont été affectés pour ce faire? Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend les ABC de la gestion, le fonction managériale ne disent rien du tout à M. Félix Tshisekedi. La meilleure façon de gérer, c'est d'observer les options ou sinon les exigences managériales. Le fonction managérial voudrait assez que, avant de commencer toute action, il faut d'abord planifier. Une bonne planification peut déjà vous garantir l'atteinte des objectifs. Et nous sentons qu'il y a une mauvaise planification. Le gouvernement a été saisi le même jour que la décision a été prise. Ce qui sous-entend, ils l'ont fait avec autant de légèreté. Et voilà pourquoi il y a des ordonnances controversées. Voilà. Nous devons nous le dire, le plus grand malheur au Congo, c'est M. Félix Tshisekedi. Pourquoi nous le disons? Vous savez tous que M. Félix Tshisekedi a été kabilocratiquement élu. Et vous savez tous aussi que M. Félix Tshisekedi n'avait aucune majorité en dehors du Kasaï oriental. Il ne pouvait avoir un gouverneur de son obédience qu'au niveau du Kasaï, là où il avait obtenu plus de voix, plus de sièges en termes de députés provinciaux. Mais il y a eu un deal antisocial, un deal anticonstitutionnel, où tous ceux qui prétendent être de la classe élitiste ou sinon de la classe politique ont cautionné. M. Félix Tshisekedi a fait du colmatage. M. Félix Tshisekedi a falsifié l'histoire.
Il s'est créé une majorité là où il n'avait pas de députés. Les gens ont pensé qu'on devait le soutenir en fermant tout simplement les yeux. Et pendant que M. Félix Tshisekedi accédait au pouvoir, M. Zoé avait cautionné. M. Zoé avait soutenu ces démarches. Parce que nous savons que M. Félix Tshisekedi n'était pas élu. C'est une invention des Kabila. Mais les autres ont cautionné. Ils ont supporté, ils ont soutenu. Aujourd'hui, ils deviennent victimes de leur propre forfaiture. Ils sont rattrapés par leur propre turpitude. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que lorsque vous violez intentionnellement la loi, lorsque vous exposez le droit des autres, vous vous mettez en insécurité parce que ce qui peut nous garantir la paix, ce qui peut nous garantir la quiétude, ce qui peut nous garantir le droit ou la justice, il n'y a que le respect des normes. Si eux, en ces temps-là, avaient respecté la Constitution, aujourd'hui la Constitution allait le protéger. Ce qui est surprenant, M. Félix Tshisekedi et sa cohorte se sont décidés d'envoyer une délégation au niveau de cette province pour exiger à ce que les députés fassent allégeance à M. Félix Tshisekedi. Qui a dit dans ces pays, dans nos constitutions, que tous les gouverneurs doivent être de l'obédience des présidents de la République? Qui l'a dit? On veut que tout le monde soit derrière M. Félix Tshisekedi, qu'on le suive à la queue leu, même dans ses dérives de gestion. Et aujourd'hui, il va se constituer une nouvelle majorité alors qu'il n'en avait pas. Ce qui sous-entend que la violation intentionnelle de la Constitution, le 10 janvier 2019, a des répercussions sur le fonctionnement de toutes les institutions. Comment peut-on expliquer? Un gouverneur interpellé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur à Kinshasa, on dépose une motion de censure contre son gouvernement, on lui interdit d'aller se défendre, et au même moment, la même famille politique prend une décision contre lui, faisant tomber tout un gouvernement. Avait-il le droit à la défense? Est-ce qu'on lui a laissé la chance de se justifier? Ce n'est pas l'État que nous voulons. Nous voulons un État qui respecte la norme. Tout celui qui est condamné, sans être effectivement jugé, doit être défendu par nous. Parce que nous savons que l'équité, l'égalité voudrait assez que, lorsque vous êtes accusé, que vous ayez au moins droit à donner votre point de vue. Il n'a pas eu cette chance-là. Bien que nous ne pouvons pas l'aimer parce qu'il est dans cette mafia. Mais au moins nous défendons la norme. La norme voudrait assez que lorsque vous êtes accusé, que vous ayez au moins la chance de donner vos éléments de défense. Lui n'a pas eu cette chance-là. Ce n'est pas l'État que nous voulons. Voilà pourquoi nous disons, nous apprenons. Il y a 2000 $, il y a 26 000 $, l'argent a circulé. Mais qu'est-ce que vous faites de la conscience collective? Voyez-vous? C'est-à-dire que les gens ne savent pas, n'arrivent pas à comprendre que c'est ça le fondement de la société. Lorsqu'il n'y a plus de repères, on n'a plus de référentiels, on ne respecte plus la norme, on met le pays en danger. Il peut y avoir implosion. Parce que ce qui nous met en porte-à-faux avec nos amis, c'est le non-respect des normes. Le jour où on sera capable de respecter la norme, on va vivre dans la quiétude, on saura qui a droit à quoi, qui doit faire quoi, et le pays va avancer. Ridicule. Parce que les gens n'ont pas compris comment nous sommes arrivés là. Nous avons opté pour le régionalisme constitutionnel. Il faut que toutes les provinces aient une certaine autonomie. On a donné plus de pouvoir à ceux qui gèrent les provinces. Et pour sécuriser, pour ne pas nous verser dans une forme de dérive ou de boulimie du pouvoir, on a créé des cadres, le garde-fou. Les assemblées provinciales sont des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de dérive. C'est ce qu'on appelle la démocratie à la base. Non mais pourquoi doit-on ces comportements observés? Non mais attendez, pourquoi doit-on nous figer sur les attitudes incongrues de M. Félix Tshisekedi? Il n'est pas un dieu. M. Félix Tshisekedi n'est pas un dieu. Il a récemment exprimé son non mais effectivement, mais il doit soutenir ses députés. Ce sont ces députés qui doivent changer la loi. Mais est-ce que vous savez qu'il y a eu un débat entre les unitaristes et les fédéralistes? Nous avons trouvé le juste milieu. Cette constitution est le juste milieu. Est-ce que vous maîtrisez le velléité des autres? Vous voulez donner plein pouvoir au gouverneur et ne pas créer des garde-fous?
L'Assemblée provinciale est le garde-fou. C'est ce qu'on appelle la démocratie à la base. Il faut que nous ayons ces organes-là pour que le gouverneur ne se laisse pas emporter par la boulimie du pouvoir. Le Sénat est la représentation provinciale. Lisez les travaux préparatoires de la Constitution. Le Sénat est là pour représenter les provinces, défendre les intérêts. Parce que les députés nationaux représentent la nation, les sénateurs représentent les provinces. Si vous enlevez l'Assemblée, le Sénat, vous enlevez l'Assemblée provinciale, à quoi ça servir de parler de la décentralisation? Parce que lorsqu'on parle de la décentralisation, lorsqu'on décentralise, lorsqu'on fait le transfèrement de compétences, il faut renforcer le contrôle. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre? Ridicule! Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui apparaissent comme des incultes, des gens qui n'ont pas la capacité de comprendre la philosophie de la Constitution. Il y a des dispositions que nous devons changer. On peut même changer la Constitution, mais on ne peut pas extirper de la charpente institutionnelle les députés. Le problème, c'est au niveau de la moralisation. Aujourd'hui, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Est-ce une garantie pour autant? Vous ne voyez pas que M. Félix Tshisekedi est en train de patauger? Il est incapable de résoudre le problème congolais. Lui aussi, il est budgétivore. Et c'est pour autant qu'on doit suspendre la présidence de la République. La gestion rationnelle voudrait assez que nous respections la loi. Respecter la loi, respecter la norme en termes de gestion, et tout le monde va travailler normalement. Ça, c'est un faux prétexte. On n'a pas besoin nous ne voulons pas qu'on nous lance dans ces débats stériles, des réflexions approximatives. Nous voulons des solutions durables. Nous pouvons changer la Constitution, mais nous gardons la décentralisation comme mode de gouvernance. Parce que lorsque nous sommes allés à Sun City, il y a eu deux approches, deux grandes décisions. Le mode de dévolution avec les élections et le mécanisme de la décentralisation comme moyen de prise de décision. Vous voulez que nos provinces, qui représentent pratiquement tous les États, parce que nous en avons 26, 2 345 409 km². Vous voulez qu'on laisse la latitude au gouverneur de faire ce qu'il veut? Apparemment, les gens n'ont pas la maîtrise du fonctionnement de l'État. Et c'est quand même ridicule. S'il réfléchit de la sorte, c'est qu'il veut dire qu'il est mal conseillé. Voilà.